Bonsoir à toutes et à tous. Le variant Delta vient gâcher l'été et la rentrée, puisqu'au collège et au lycée, les élèves non vaccinés devront suivre les cours à distance en cas de Covid. Et déjà, dans les hôpitaux, les soignants voient le retour des patients Covid dans les services de réanimation. L'épidémie continue de se propager, notamment chez les jeunes et sur les lieux de vacances. Alors, seul signe d'espoir, chez nos voisins, notamment en Grande-Bretagne, la flambée épidémique marque le pas. Où en est l'épidémie en France et la vaccination? L'instauration du pass sanitaire change-t-elle la donne? Et puis comment les parents accueillent-ils cette distinction faite donc au lycée et au collège entre les enfants vaccinés qui pourront aller en classe quoi qu'il arrive et les non vaccinés? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, avec ce titre en forme de question, Covid, pic en vue. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Ève Roger. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France. Professeur Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Et vous avez publié Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire, c'est aux éditions Lavoisier. Professeur Bertrand Guidé, chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, membre de l'Académie de médecine. Bernard Sananès, politologue, président de l'Institut de sondage ELAB. Et en direct de Londres, on retrouve Marie Billon. Vous êtes correspondante à Londres pour RTL. Merci à tous les 5 de participer à cette émission en direct. Professeur Anne-Claude Crémieux, alors on l'a dit, le Delta se propage. Est-ce que vous commencez, par exemple, à l'hôpital Saint-Louis, à voir les services de réanimation où les lits se remplir de patients Covid ? Alors, dans nos hôpitaux, Lariboisière et Saint-Louis, on voit une petite augmentation. Pour vous donner une idée, on avait un cas maximum tous les jours. Et là, c'est vrai qu'on a 6 patients. Donc ça reste quand même très modeste, mais on voit qu'il y a une augmentation. Notre réanimation n'est pas encore touchée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est essentiellement des patients qui sont suffisamment sévères pour être hospitalisés, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'oxygène, mais pour l'instant, nous n'avons pas dans notre réanimation de cas. Donc, on espère encore que ce vaccin est efficace sur la prévention des formes sévères et qu'il va atténuer l'impact sanitaire. Professeur Bertrand Guidé, vous faites le même constat à l'hôpital Saint-Antoine? Non, pas tout à fait. Est-ce qu'on a le profil d'abord de ceux qui arrivent? Alors nous, on a 6 malades en réanimation. On en avait 0 début juillet. Donc incontestablement, ça monte. Alors c'est pas du tout dans les mêmes proportions qu'au mois d'avril dernier. Vous en aviez? Au total, on avait 36. Sous ma responsabilité, on avait 36 lits de réanimation, dont 30 dévolus aux malades Covid. Donc là, on en a 6. Donc on n'est pas dans les Mais vous étiez à 0 début juillet? On était à 0 début juillet. Parmi les 6, 4 non vaccinés. Un vacciné, mais avec un contact proche de la vaccination. C'est un vaccin Janssen où il faut normalement attendre 1 mois pour avoir une efficacité vaccinale. Et puis, une patiente vaccinée 3 fois, mais avec un traitement immunosuppresseur qui fait qu'elle ne répond pas à la vaccination. Ce qui pose une question d'ailleurs pour les opposants à la vaccination, c'est-à-dire que quelque part, il y a en circulation des gens qui souhaiteraient se faire vacciner, mais qui ont un système immunitaire qui ne répond pas à la vaccination. Et donc cette patiente fait une forme assez sévère, elle est greffée d'organes, et c'est un échec de la vaccination. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas voulu se faire vacciner, parce que ça ne marche pas chez elle. Et pendant ce temps-là, le variant Delta continue de se propager. Ève Roger, là encore, est-ce qu'on a le profil des nouveaux contaminés? Qui se contaminent et comment on se contamine? Est-ce qu'on le sait? Alors, on sait où on se contamine déjà. On voit qu'il y a quand même des Charentes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques et puis des Pyrénées-Orientales jusque dans les Alpes-Maritimes. C'est tous les littoraux, là. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les littoraux? Eh ben, c'est plutôt des jeunes, plutôt dans la tranche 20-30 ans. C'est des jeunes qui aiment faire la fête. C'est des jeunes où il y a beaucoup de brassage. Il y a les touristes. Vous voyez, c'est cette génération-là qui est aujourd'hui à l'origine de la dynamique épidémique. Après, évidemment, c'est comme à chaque vague, eh ben, c'est que quand ça commence par des plus jeunes, et puis le risque, c'est d'atteindre les plus âgés, ceux qui sont les plus à risque. Et dans les plus âgés qui sont encore les plus à risque, il y a encore des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et c'est bien ça que craignent les autorités. 20% des plus de... Non, 18% exactement des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés. Oui, on sait pourquoi. Parce que là, ils sont vraiment à risque, non? Oui. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ça baisse. C'est-à-dire que malgré tout, l'effet
Macron, on peut dire ça comme ça, l'effet du pass vaccinal a encouragé les gens dans toutes les catégories, y compris dans la catégorie des personnes à risque qui jusqu'à présent n'étaient pas venues à la vaccination. Et je trouve intéressant de voir que le nombre de personnes qui disent qu'elles sont vaccinées ou qu'elles vont se faire vacciner augmente encore. Donc on est dans une situation où on peut encore espérer vraiment pénétrer dans cette frange de la population qui ne s'est pas fait vacciner, qui n'est pas totalement opposante, mais qui, en fait, n'avait pas compris l'urgence face au variant Delta. Justement, Bernard Sanès, comment réagit la population? Parce que là, ce Covid, il vient se rappeler à notre bon souvenir au cœur de l'été. Alors, on se dit, ah bah tiens, on va se retrousser les manches, on va se faire vacciner, on va s'en sortir. Ou bien il y a une grosse fatigue vis-à-vis de cette épidémie. Il y a des signes dans l'opinion qui sont assez contradictoires. Le premier, il vient de tomber aujourd'hui, c'est l'indicateur du moral des ménages de l'INSEE qui montre ce mois-ci une baisse. Et donc on voit bien que c'est un coup porté au moral après 2 mois de hausse qui étaient les mois du déconfinement et de la réouverture. Première chose. Mais, et vous avez raison de le rappeler, on constate aussi une forte progression des gens qui se font vacciner. On le voit dans les chiffres officiels, mais aussi dans les déclarations que l'on enregistre dans les sondages. On a aujourd'hui à peu près 8 Français sur 10 qui disent que soit ils sont vaccinés, soit ils vont se faire vacciner. Et le taux des personnes qui disent qu'elles ne vont pas aller se faire vacciner diminue à 16%. Il reste donc 16% de personnes, c'est important, ça fait à peu près 6 à 7 millions d'adultes qui disent qu'elles n'iront pas se faire vacciner. Ce chiffre a été fortement en recul encore après l'intervention du président de la République. Et j'allais dire le côté englobant des mesures sur le pass sanitaire a évidemment fait qu'une partie des personnes qui étaient réservées vis-à-vis du vaccin, qui disaient on va attendre, on verra. Ce n'est pas les personnes qui ont adhéré au vaccin. Celles-là, elles avaient déjà choisi de se faire vacciner. Ces personnes-là se sont dit, pour ne pas être embêtées pendant l'été, il vaut mieux aller se faire vacciner. Cette tactique, stratégie, appelons-la comme on veut, priorité sanitaire, semble avoir fonctionné. Ensuite, il y a un autre sujet dont on parlera, c'est le sujet du pass sanitaire, qui est lui un sujet qui, visiblement, déclenche beaucoup plus de crispation. Et donc on a cette chose en parallèle, l'adhésion à la vaccination, mais en même temps la structuration d'une forme d'opposition, alors elle est très hétérogène, au pass sanitaire. Alors Marie Billon, on parlera tout à l'heure de l'épidémie en Grande-Bretagne, mais puisqu'on parlait de la vaccination, on sait que vous êtes plus avancés que nous en Grande-Bretagne sur la vaccination. Nous, on vient de passer le cap des 50% entièrement vaccinés. Où en est-on en Grande-Bretagne? Est-ce que ça continue de monter ou est-ce qu'on a atteint un plafond de verre? Et est-ce que les Anglais se disent, il faudrait peut-être faire comme Emmanuel Macron, manier un peu le bâton pour inciter les gens à se faire vacciner? Écoutez, on est à peu près 70% de la population qui a reçu les 2 doses d'un vaccin. Ça fait 84 millions de personnes. Et c'est 70% donc qui ont reçu les 2 doses et presque 90 qui ont reçu une dose. Donc, pour les personnes les plus âgées, il y a à peu près plus de 90% des personnes qui ont eu le vaccin. Donc, au niveau des personnes les plus vulnérables, la vaccination a bien fonctionné ici au Royaume-Uni. On sait qu'on vaccine depuis décembre à peu près ici. C'est chez les jeunes, en fait, à qui la vaccination a été ouverte finalement dernier, il y a seulement quelques semaines. On a vu au début plein de jeunes se ruer vers les centres de vaccins. Il y en avait même certains qui ouvraient le week-end et on pouvait venir sans rendez-vous. Il y a énormément de jeunes qui, dès qu'ils ont pu se faire vacciner, se sont rués sur la vaccination. Mais là, ça ralentit un petit peu. Il y a 2 sur 5 des 18-29 ans qui n'ont pas été vaccinés. C'est pour l'instant et qui n'ont même pas reçu une seule dose. C'est la tranche la plus basse. Donc on se demande effectivement pourquoi est-ce que les jeunes sont peut-être moins intéressés par la vaccination. Il y a le fait qu'ils se sentent moins concernés parce qu'ils se sentent moins en danger par la maladie. Et puis, il y a aussi l'idée qu'ils l'ont eu pour beaucoup, et surtout ces derniers temps, avec la réouverture, avec l'euro, etc. Et que donc, soit ça retarde la 2e dose, soit ils se disent qu'il n'y a pas besoin peut-être d'avoir 1 voire 2 doses parce qu'ils l'ont eu. Parce qu'ici, au Royaume-Uni, qu'on ait eu le Covid ou pas, on doit avoir 2 doses. On est entièrement vacciné quand on a eu 2 doses, quel que soit son statut, c'est on a eu le Covid ou pas. Alors qu'en France, 1 dose suffit pour être considéré entièrement vacciné dès lors qu'on a eu le Covid. Oui, Anne-Claude Crémieux ?
Oui, mais le British Medical Journal vient de publier des sondages. C'est vrai que l'adhésion à la vaccination est très forte en Angleterre, mais moi j'avais été frappée de voir, et c'était la première fois qu'ils faisaient un sondage chez les jeunes, que 86% des jeunes, adolescents et adolescentes, puisque c'était des moins de 18 ans, voulaient se faire vacciner. Donc contrairement à ce qu'on pense, finalement, même les jeunes expriment l'envie de se faire vacciner. La question qui m'intéressait de poser, c'est en Angleterre, est-ce qu'il y a suffisamment de doses de Pfizer pour vacciner ces jeunes ? Alors, vous êtes à l'AstraZeneca beaucoup en Grande-Bretagne, non ? Pas chez les jeunes. Pas chez les jeunes. Ah bah oui, puisque l'AstraZeneca... Moins de 40 ans, oui. Ouais. Oui, alors, Marie Billon ? Alors, écoutez, les jeunes en moins de 18 ans ne sont pas vaccinés, tout simplement. Le conseil, la décision du gouvernement, c'est que seuls les plus de 18 ans ont accès à la vaccination. Les moins de 18 ans ne sont pas vaccinés, sauf s'ils sont eux-mêmes vulnérables parce qu'ils ont des maladies ou parce qu'ils vivent avec des personnes vulnérables. Donc les 12-18 ans ne sont pas vaccinés. Il n'y a que quand on va avoir 18 ans, dans les 3 mois qui suivent, on peut commencer à demander, à prendre rendez-vous pour la vaccination. Donc ce problème-là n'est pas tellement là. Il y a certains scientifiques qui disent que c'est une bonne chose parce que peut-être le ratio bénéfice-danger pour les jeunes, même avec le Pfizer ou le Moderna, reste quand même peut-être peu intéressant pour les jeunes. Et puis, il y a aussi l'idée que le Royaume-Uni veut jouer son rôle dans COVAX, vient d'envoyer les premières doses, justement, de vaccins à l'étranger. Et donc, il y a cette idée que peut-être gardons les doses pour jouer un rôle à l'international et donc on n'a pas les doses pour les jeunes. Mais en tout cas, la décision du gouvernement de ne pas vacciner les moins de 18 ans, c'est plus parce que pour eux, l'intérêt du vaccin est plus bas que pour les plus âgés. Alors, retour en France, on l'a dit, depuis hier, un Français sur deux est désormais complètement vacciné. Mais on le sait, c'est insuffisant pour atteindre la fameuse immunité collective. Le variant Delta continue sa propagation rapide, avec plus de 26 000 cas en 24 heures. Au Royaume-Uni, étrangement, on va en parler, le taux de contamination baisse depuis plusieurs jours. Boris Johnson, toutefois, appelle à la prudence. Sujet de Romain Besnénou et Christophe Roquet. Un ministre qu'on vaccine un autre, je ne crois pas que ce soit très courant. Opération de communication hier à l'hôpital Necker entre ministres pour la vaccination des femmes enceintes. Alors le gel hydroalcoolique, avant de mettre les gants, ça c'est un truc qu'on ne fait plus quand on exerce encore. Un peu rouillé, Olivier Véran vaccine sa collègue Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie et enceinte de 5 mois. Objectif, rassurer les futures mères inquiètes par l'ARN messager. Je suis donc en 2e dose, au 5e mois, et sans aucune appréhension. Le vaccin ne montre aucun effet secondaire particulier chez les femmes enceintes. Elles ont plutôt moins de symptômes post-injection que peut en avoir un individu non enceinte. Et c'est pourquoi d'ailleurs les recommandations, qui étaient des recommandations de prudence au tout début sur le premier trimestre, ont évolué. Le professeur Fischer l'a dit, et l'a écrit d'ailleurs, donc il y a indication à vacciner au cours d'une grossesse, quel que soit le stade de la grossesse. Autre ambiance, même discours. En déplacement à Tahiti, Emmanuel Macron, emmitouflé dans ses colliers de fleurs, a répété son principal mot d'ordre. Tous vaccinés. Quand tous les spécialistes du monde entier vous disent que le seul moyen de s'en sortir est le vaccin, quand plus de 3 milliards d'habitants de la planète ont été vaccinés, je vous le dis avec force, le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous, vaccinez-vous pour vous, vaccinez-vous pour vos parents, vaccinez-vous pour la Polynésie et la France. Le gouvernement met la pression car il s'alarme de voir la 4e vague monter inexorablement. Le nombre de contaminations au Covid-19 est en forte hausse avec plus de 26 000 cas positifs recensés hier. Les admissions à l'hôpital, elles, restent maîtrisées, mais commencent doucement à remonter. Avec ces mauvais chiffres, les restrictions qui reviennent et que l'on croyait oubliées. Le masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur dans 24 départements, comme ici, dans les Pyrénées-Atlantiques à Saint-Jean-de-Luz, où les vacanciers s'attendaient à un été tranquille. Vous saviez pas que c'était obligatoire ? Non, on est arrivé aujourd'hui par exemple. L'entrée de la ville, c'est pas indiqué en tout cas. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ouais. Pour les autres, non, on devrait maintenant pouvoir, puisqu'on est vacciné, nous laisser respirer. Ce médecin de Biarritz est convaincu que le masque en extérieur n'est pas utile.
Moi, je suis médecin généraliste justement en hyper-centre-ville. Jamais je n'ai observé un cas ou un cluster contracté dans la rue, même s'il peut y avoir du passage, mais les gens sont en mouvement. L'air dans une station balnéaire est en permanence renouvelé. Pour le président du conseil scientifique, ces nouvelles restrictions sont pourtant nécessaires. Il prédit jusqu'à 50 000 cas quotidiens d'ici début août. Si vous avez plus de 60 ans, si vous avez du surpoids, si vous avez un certain nombre de pathologies, que pour des raisons diverses et variées, vous ne vous êtes pas fait vacciner, c'est le moment de le faire. Parlez-en avec votre médecin, allez voir sur les centres de vaccination, vous serez pris en priorité parce que vous êtes avec un facteur de risque. C'est là où ça va se jouer pour éviter le retentissement hospitalier fin août. Le professeur Delfrécy, qui espère un scénario à la hollandaise ou britannique. Dans ces pays, la vague estivale semble déjà marquer le pas. Au Royaume-Uni, en une semaine, le nombre de cas quotidiens a même diminué de moitié, alors que l'on s'attendait au pire. Étonnant, d'autant que toutes les restrictions sont levées dans le pays depuis le 19 juillet. De toute évidence, les chiffres s'améliorent depuis 6 jours. Mais il est très important de ne pas tirer de conclusions trop prématurées à ce sujet. L'étape 4 de la levée des restrictions n'a eu lieu qu'il y a quelques jours. Les gens doivent rester très prudents et cela reste l'approche du gouvernement. Avantage au Royaume-Uni, 70% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, contre 59% en France. Alors, question téléspectateur, Ève Roger. Est-ce que partout en Europe, la situation sanitaire s'améliore, sauf en France ? Alors, si on prend l'Europe en général, la situation, effectivement, s'améliore. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des cas en Europe. Alors, il n'y a pas qu'en France où ça augmente aussi encore en Italie, ça augmente encore en Allemagne, ça augmente beaucoup en France. Mais c'est vrai qu'il y a 8 pays européens où on voit ce qu'on constate en Grande-Bretagne, ce qui est le cas au Portugal, en Espagne, en Catalogne. Vous voyez, il y a eu un grand pic et puis un début de redescente. Et particulièrement aux Pays-Bas où la baisse est de presque 50% des cas aussi. Marie Billon, il y a une semaine ou une dizaine de journées, on prédisait une catastrophe avec plus de 100 000 contaminations jour au Royaume-Uni. Et là, on est à 20 000, c'est-à-dire que vous êtes même redescendu en dessous du niveau de la France. Est-ce qu'il y a une explication ? Alors, certains scientifiques sont un petit peu perplexes. D'ailleurs, effectivement, on a eu une baisse de 7 jours d'affilée. Et puis là, aujourd'hui, il y a eu une petite remontée. On est à 27 000 cas aujourd'hui. C'était 23 000 hier. Et les scientifiques se demandent un peu pourquoi, effectivement. Donc, on sait que la fin de l'euro a joué un grand rôle dans la baisse des cas. Parce que, par exemple, l'Écosse, qui était sortie de la compétition de l'euro 2 semaines avant nous, a eu sa baisse des cas 2 semaines avant nous. Donc, logiquement, il y a quelque chose, surtout que c'était plutôt les jeunes hommes qui étaient contaminés. Donc ça a joué. La fin des classes aussi a joué. En Écosse, les écoles s'arrêtent vers la fin juin. En Angleterre, vers la mi-juillet. Donc, ça concorde là aussi. Maintenant, il y a aussi l'idée que les écoliers devaient se tester 2 fois par semaine. Donc, est-ce que c'est tout simplement qu'il y a moins de tests et donc moins de cas ? Pas forcément, disent les scientifiques, parce que la proportion nombre de tests et nombre de cas positifs reste la même. La seule explication, donc, selon les scientifiques, c'est l'immunité de la population. Comme 90% ont une dose et 70% ont 2 doses, ça doit être la raison pour laquelle il y a cette baisse. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu le Freedom Day, le jour de la liberté, donc la réouverture complète de la société, le 19 juillet. Bizarrement, c'était il y a 10 jours et c'est aujourd'hui que les cas commencent à remonter. Bernard Sénénas, l'explication, ce serait la vaccination. Est-ce que les Anglais sont en avance sur nous ? Ils sont très largement vaccinés pour la population adulte. Est-ce que notre regard sur la vaccination a évolué de façon positive ? Il a évolué de manière spectaculaire. Je vais vous prendre un chiffre. Nous, c'est un indicateur qu'on suit depuis le début, même avant que la campagne de vaccination soit ouverte. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, en décembre, nous avions à la question « Est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner ?» moins de 4 Français sur 10. C'était 38% qui disaient oui. Alors, on avait encore beaucoup de gens qui étaient incertains. On est aujourd'hui à 79%. C'est-à-dire que le chiffre a
a plus que doublé en 6 mois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 15 derniers jours, et notamment après l'intervention du président de la République, évidemment, maintenant, on progresse chez ceux qui étaient le plus réfractaires au vaccin. Donc on progresse chez les jeunes, par exemple les 18-24 ans, on est à 70% d'adhésion au vaccin. On progresse aussi dans les électorats. On le sait, il y a une sociologie politique de ceux qui sont contre le vaccin, notamment les électeurs de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Pas tous, mais on voit qu'on progresse de 10, 15, 20 points. Mais pour autant, il reste encore des fractures. Il y a une carte très intéressante publiée par Le Monde ce week-end où on voyait bien qu'il y avait des fractures entre les régions, des fractures entre les villes et les zones rurales, des fractures sans doute liées aussi à l'accès aux soins. On sait que les centres de vaccination sont quand même plus nombreux dans les grandes villes, dans les villes moyennes donc tout n'est pas réglé, même si la campagne de vaccination, on peut dire qu'elle est quand même montée en puissance et que les réticences sont tombées. Encore une fois, il faut rappeler quand même qu'il y a des gens, j'allais dire, qui très tôt ont adhéré au vaccin. Il y a des gens qui se sont ralliés au vaccin comme un moindre mal. Et puis, il y a des gens qui ont et vont refuser le vaccin. Et quand on voit Emmanuel Macron sait parler à ceux et est entendu par ceux qui ont adhéré au vaccin. Il a plutôt convaincu ceux qui sont devenus des ralliés au vaccin, mais évidemment... Parce qu'ils y ont vu un intérêt personnel. Oui, ils sont dit, si on ne peut plus aller au resto, vaccinons-nous. Une moindre contrainte pour une autre contrainte, quelque part. Mais par contre, vis-à-vis de ceux qui sont les plus opposés au vaccin, pour plein de raisons, effectivement, il n'est pas, j'allais dire, le bon émetteur pour ces gens-là qui, de toute façon, très vraisemblablement, encore une fois, on est à 16%, on va peut-être tomber à 10%, mais ne changeront pas d'avis. Professeur Bertrand Guidé, ceux qui ne se vaccinent pas, Emmanuel Macron a dit que c'était des irresponsables et des égoïstes. Néanmoins, on a vu hier Olivia Grégoire, enceinte, se faire vacciner. On a bien vu qu'il y avait une mise en scène. Est-ce qu'on peut comprendre une future maman qui s'inquiète pour son futur enfant et qui, enceinte, dit écoutez, moi je préfère pas prendre de risques? Il ne faut pas stigmatiser les personnes qui sont contre. Beaucoup sont à la demande à la recherche d'informations. Moi, j'ai organisé un forum pour les soignants parce que l'hôpital doit s'organiser et doit convaincre l'ensemble des soignants d'être vaccinés avec, vous savez, un calendrier, 15 septembre, première dose et 15 octobre, un calendrier. Les professionnels de l'hôpital qui refusent de se faire vacciner. Non, alors il y en a qui restent hésitants. Ouais. Donc il y a un problème parce qu'il y a quand même un échéancier avec un rétro-planning. C'est-à-dire que si on doit être vacciné avec un pass vaccinal actif au 15 octobre, il faut avoir sa première dose minimum avant le 15 septembre. Donc il y a quand même une certaine urgence à avoir sa première dose, compte tenu qu'il faut 3 semaines entre les 2 doses et qu'il faut un délai d'1 semaine après la 2e dose pour avoir une réponse vaccinale. Donc c'est assez intéressant cette réunion parce qu'il n'y avait pas d'agressivité du tout, mais il y avait une demande d'information. Et effectivement, parmi les questions, c'était des questions autour de je suis enceinte ou j'ai un désir de grossesse, est-ce qu'il y a des précautions particulières, le premier trimestre de grossesse, le 2e trimestre, etc. Et donc je crois qu'il faut répondre à ces questions. Alors il y aura toujours une frange d'irréductibles qui seront toujours contre, quelles que soient les explications. Bon, c'est important. Il faut rappeler quand même que la grossesse... Qu'est-ce qu'on vous avance comme argument? On vous dit, tiens, j'ai vu sur tel site... Non, il y a beaucoup d'arguments. Allez sur les bons... On n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. Ce qui est un argument on ne sait pas. Donc, vrai. On a un an et demi de recul, un an de recul. Oui, c'est ça. Mais par exemple, il y a énormément de femmes enceintes qui ont été vaccinées. Alors effectivement, pas dans les grandes études de phase 3 qui ont permis d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché, mais ensuite, en population générale, il y a énormément de femmes qui ont été vaccinées avec du recul et la grossesse est bien passée, il n'y a pas eu de problème pour l'enfant, enfin, etc. Donc on commence à avoir du recul compte tenu du nombre de personnes vaccinées. Mais vraiment, le message, c'est pas de mépris et il faut expliquer aux gens qui ont des questions légitimes. Oui, je confirme très brièvement ce que vous venez de dire, c'est que dans les motifs de ceux qui disent non, on n'a pas envie, on attend, on va être convaincu, il y a d'abord effectivement l'absence de recul, premier argument cité, et le deuxième qui a un peu diminué, ce qui est logique, c'est la crainte des effets indésirables. Et d'ailleurs, dans les populations qui ont mis beaucoup de temps à être convaincues du vaccin, il y avait beaucoup de femmes et qui disaient dans les études qualitatives, c'est parce qu'on ne sait pas ce que cela donnera pour nos enfants. Donc effectivement, ce travail de conviction a dû prendre plus de temps. Roger, est-ce que j'ai un argument quand même, béton, excusez-moi, je me permets en Tunisie, ils sont face à une crise terrible actuellement avec une couverture vaccinale extrêmement faible, avec des femmes enceintes qui meurent de la Covid.
Donc voilà, il faut quand même mettre les choses en parallèle. Il y a des témoignages quand même assez poignants de soignants qui disent « j'ai vu mourir devant moi des femmes enceintes qui n'étaient pas vaccinées et qui sont mortes de la Covid ». Ève Roger, est-ce que l'allocution du chef de l'État le 12 juillet a changé quand même notre regard, a donné un sentiment d'urgence? Tiens, Yves, je me suis dit que j'avais le temps d'être vacciné. Allez, il faut que je le fasse vite. Alors, je pense que ça a été spectaculaire, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont parties en vacances en se disant on fera ça à la rentrée. Le gouvernement avait dit on va pas mettre de doses spécifiquement sur les lieux de vacances, etc. Donc on temporisait. La semaine dernière, ça a été la semaine record depuis le début de la campagne vaccinale en nombre d'injections. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 700 000 injections. C'est la première fois depuis le début, quoi. Et il y a eu plus de 5 millions de rendez-vous pris à la suite de l'allocution d'Emmanuel Macron. Quel a été l'argument déterminant selon vous? Je pense que, alors on en parlera tout à l'heure, mais je pense que l'idée que notre vie va être conditionnée à l'existence soit du vaccin, soit d'un test négatif par le pass sanitaire, c'est-à-dire on va pouvoir aller au cinéma, dans les parcs de loisirs, au restaurant, dans les bars et dans les bibliothèques et même à la piscine, se dire ah ben non, avant il faut que je fasse un test ou il faut que je sois vacciné. Je pense qu'il y a un moment, les gens se sont dit allons-y. Et puis c'est vrai que le recul, il existe. Il y a 3 milliards d'injections dans le monde. Et aujourd'hui, on a bien vu que tout le monde était encore vivant et que c'était de toute façon... on a maintenant suffisamment de recul. Et les gens qui étaient à la limite, ils se sont dit, allons-y. Et puis je pense que les plus jeunes aussi poussent à la roue. Parce que les plus jeunes qui ont souffert de dépression, d'anxiété, etc., ils ont dit, c'est fini, on ne veut plus être confinés. Professeur Anne-Claude Crémieux, ce qui paraissait comme un peu autoritaire, l'allocution du chef de l'État le 12 juillet, on disait c'est très intrusif de n'autoriser que les vaccinés à aller au restaurant, etc. On s'aperçoit que maintenant, avec le recul, ça fait des émules. L'Allemagne est à 2 doigts de le faire. On a vu qu'aux États-Unis, ça y est, prenant un peu exemple d'ailleurs sur la France, les fonctionnaires à New York et en Californie vont devoir être vaccinés, obligation vaccinale. Oui, absolument. Il ne faut pas oublier, le pass sanitaire a été installé en France. Ensuite, l'Italie aussi, est en train de mettre un pass sanitaire pour les restaurants et les lieux, de loisirs. Israël nous avait donné l'exemple avec ce qu'ils ont appelé le pass vert. Et vous savez que devant le variant Delta, Israël a rétabli le pass vert avec le masque. Et l'idée d'obligation commence très clairement à faire son chemin. Pas seulement les obligations pour le personnel soignant. Là, il y a eu une vraie... une augmentation importante du nombre de pays qui ont décidé une obligation pour les personnels soignants, mais au-delà. Et vous avez cité à juste titre les États-Unis, où ça a commencé par les établissements de santé qui ont dit qu'ils n'accepteraient pas des personnels soignants non vaccinés, donc c'était ça ou ne pas travailler. Ensuite, ça a été la Californie qui a demandé ça au personnel municipal et New York qui a demandé que les compagnies privées fassent justement un espèce de pass sanitaire. Et enfin, effectivement, Biden, le président, qui a aujourd'hui parlé d'une obligation vaccinale pour l'ensemble du personnel qui dépend de l'État fédéral. Marie Billon, comment ça se passe en Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y a un pass sanitaire? Est-ce que pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, je dois montrer que je suis soit vacciné, soit négatif au Covid? Alors non, vous ne devez pas, mais les établissements ont droit de l'utiliser. Pour par exemple la réouverture le 19 juillet, il était recommandé aux boîtes de nuit d'utiliser un pass sanitaire, mais ça n'était pas obligatoire. Ce qui fait que selon des études non scientifiques qui ont été faites, une seule boîte de nuit à Milton Keynes au nord de Londres demandait le pass sanitaire aux jeunes qui arrivaient dans sa boîte de nuit. Donc non, ça c'est pas obligatoire, mais le même jour que la réouverture, le 19 juillet, Boris Johnson, le Premier ministre, a dit que ce pass sanitaire deviendrait obligatoire fin septembre. Alors ça a l'air un petit peu bizarre de réouvrir et de mettre le pass sanitaire ensuite. La logique du gouvernement, outre qu'effectivement qu'on lui dit que sa communication était un petit peu compliquée à suivre, mais la logique, dit-il, c'est que d'ici à fin septembre, tout le monde, toutes les tranches d'âge qui ont et qui auront accès à la vaccination auront eu accès aux 2 doses. Donc ils veulent pas mettre ce pass sanitaire tant que tout le monde n'a pas été vacciné, parce que ce pass sanitaire ne sera que pour les personnes vaccinées. Un test négatif ne suffira pas pour aller en boîte de nuit à partir de septembre.
Sauf que quelques jours plus tard, les bruits du gouvernement étaient que mais peut-être ça n'est qu'une menace et peut-être que le gouvernement ne mettra pas vraiment en place ce pass sanitaire et donc c'est juste pour pousser les jeunes à se vacciner, pour leur faire peur. Donc ça crée ça crée vraiment des problèmes de communication et c'est pour ça que ces derniers jours on voit un peu moins de jeunes se faire vacciner parce qu'ils se disent tout ça c'est du bluff, en fait on n'aura pas le pass sanitaire et donc ils vont peut-être un petit peu moins se faire vacciner. Ouais, la communication, c'est vrai qu'on a eu Boris Johnson sous la pluie en train de dire faites attention face au Covid. Nous, Bernard Sananès, sur le fond, il n'y a pas un décalage entre le discours assez autoritaire du président disant faites-vous vacciner, toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus, alors qu'il le dit en Polynésie avec son collier de fleurs, ce qui pour nous est synonyme, à tort ou à raison, quand même un petit peu de vacances, d'exotisme. Oui, mais je pense qu'on peut considérer que le président de la République, quand il va en Polynésie, ne va pas pour faire du tourisme, voilà. Il y va en cadre de ses fonctions, c'est d'ailleurs assez rare. On l'a vu par exemple, je crois, aux Marquises, c'était la première fois que le président de la République se rendait dans ce territoire. Donc je ne pense pas qu'on peut lui reprocher ça. Après, bien sûr, il y a ce décalage d'image, mais c'est une tradition culturelle polynésienne. Non, il y a la volonté réaffirmée du gouvernement, et elle est très importante dans l'opinion. Parce que s'il y a eu aussi ce sursaut dans la vaccination, c'est parce que, vous le disiez tout à l'heure, Ève Roger, parce qu'il y a eu le sentiment chez beaucoup de gens qu'on n'allait pas pouvoir faire autrement que de se faire vacciner. Et donc si à un moment, le gouvernement donne l'impression, excusez-moi de l'expression, qu'il y a du mou, qu'on va se relâcher, que finalement ça ne va pas être si obligatoire que ça, qu'on va pouvoir contourner le système D, à ce moment-là, ça va affaiblir la motivation de ceux qui disaient on va finir par y aller. Donc il y a, dans l'esprit de l'exécutif, je ne juge pas sur le fond, mais dans la logique de l'exécutif, effectivement, ce discours de fermeté sur on va vraiment appliquer la mesure. Maintenant, le rendez-vous, il sera évidemment au moment du contrôle et des sanctions. C'est là où on verra jusqu'où ça peut aller. Et alors, motivation pour les futurs écoliers, puisque pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, le pass sanitaire deviendra obligatoire à partir du 30 septembre. Les ados ont tout l'été pour se faire vacciner, mais évidemment, beaucoup de parents se posent des questions. Juliette Perrault avec Juliette Vallon et Diane Cacciarella. Ce matin, dans la cuisine familiale, un seul sujet de discussion entre cette mère et sa fille. Ça devrait aller normalement, mais j'avais peur de la piqûre, de ce qui va se passer, comment ça se passe. Comment ça se passe? Non, moi ça se passe très bien. Quand je l'ai fait, écoute, ça a été assez rapide en fait. Et la piqûre en elle-même, elle fait vraiment pas mal. Donc, on ne la sent pas, ce qui m'a paru très bizarre par rapport aux autres vaccins où quand j'étais plus jeune avec des grosses aiguilles. Donc là ça s'est vraiment passé très très bien. Dans quelques heures, Maïli, 17 ans, va recevoir sa première dose de vaccin. Un rendez-vous que Rebecca, sa maman, aurait préféré repousser encore un peu. On voulait laisser le temps que les choses se fassent, c'est-à-dire voir ce qui allait se passer en vaccinant les adolescents. Moi, les vaccinations comme ça qui arrivent d'un seul coup, où ça devient quasi obligatoire, ça bloque un peu, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer plus tard, car c'est un nouveau vaccin. L'adolescente, elle non plus, n'était pas vraiment pressée. Mais l'instauration du pass sanitaire pour les plus jeunes à partir de fin septembre l'a poussée à franchir le pas. Ils ne nous disent pas que c'est obligatoire, mais on en a besoin pour sortir, pour vivre. Et personnellement, j'ai pas envie de repasser encore une année à être chez moi sans pouvoir rien faire comme ce confinement qu'on a eu depuis un bon moment. Et donc, je me vois un peu obligée de faire ce vaccin pour continuer ma vie habituelle sans que j'ai trop de restrictions à cause du Covid et de tout ce qui se passe. Les 12-17 ans, désormais au cœur de la stratégie vaccinale. Depuis dimanche, plus besoin d'autorisation parentale pour les plus de 16 ans qui veulent se faire vacciner. Les 12-15 ans, eux, n'ont besoin de l'autorisation que d'un seul parent. Une procédure facilitée et des prises de rendez-vous qui se multiplient au gré des annonces du gouvernement. Dernière en date, celle du ministre de l'Éducation nationale ce matin. S'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Donc c'est évidemment une forte incitation à être vaccinés. Je précise que ceux qui ne seront pas vaccinés seront en enseignement à distance dans le même temps. Face à l'étau qui se resserre, une seule solution pour les parents, faire vacciner leurs adolescents avant la fin de l'été. Bonjour. Quitte parfois à franchir la porte du centre de vaccination à reculons. C'est le cas de Véronique, venue avec son fils Louis, 15 ans. Vous avez des questions, madame? Les questions... Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la suite, quoi. Mais je sais pas si vous pouvez me répondre, si vous pouvez me dire la suite.
ce qui se passera. S'il y a des effets indésirables du vaccin, Oui. je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Ouais. Maintenant, c'est très très faible, c'est même exceptionnel. C'est vrai que pour protéger les autres, il faut le faire. Je me dis, faut se résigner, je crois. Une maman inquiète, un ado pas vraiment rassuré. Je me sens juste stressé. Stressé de quoi ? De ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je me sens stressé de ça. Et un papa qui aimerait bien avoir la garantie que vaccination égale sortie de crise. J'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne nous a pas raconté de bêtises, c'est tout. Quoi. Voilà, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Espérons qu'après ça, il n'y en aura plus, quoi. C'est tout, on sera tranquille, en espérant. Des incertitudes et des craintes que le docteur Fossé balaye une à une. Pour lui, aucun doute, vacciner massivement les adolescents est le seul moyen d'apercevoir enfin le bout du tunnel. C'est important pour aller vers l'immunité collective parce qu'ils font partie de la population et ils transmettent aussi le virus. Même s'ils sont polysymptomatiques ou asymptomatiques, ils transmettent aussi le virus. Donc à un moment, pour arriver à une immunité collective, c'est important qu'eux aussi soient vaccinés. Selon le ministère de la Santé, 1,6 million d'adolescents auraient déjà reçu une première dose de vaccin, soit près d'un tiers des 12-17 ans. Alors, question téléspectateurs. Les élèves sont une source de contagion, mais faut-il pour autant passer d'un extrême à l'autre et stigmatiser les non-vaccinés? C'est Yolande qui vous pose la question, Ève, dans le Bas-Rhin. Puisque les non-vaccinés, s'il y a un cas de Covid, on leur dit « Ah ben maintenant, vous rentrez chez vous, seuls les vaccinés restent en classe ». Voilà, alors c'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Éducation nationale. En même temps, le risque existe. C'est évident, entre les vaccinés et non vaccinés, effectivement, si on leur dit vous rentrez chez vous et vous suivez à distance les courses qu'on a vues, ce n'était pas la panacée. Mais en même temps, Jean-Michel Blanquer annonce qu'il y aura des centres de vaccination dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire que dans tous les collèges et les lycées, les lycéens les lycéens et collégiens pourront se faire vacciner. Et je vous rappelle que ceux qui ont 16 et 17 ans n'ont pas besoin d'autorisation parentale. Ça veut dire que ceux qui seront en première terminale, ils pourront y aller sans demander l'autorisation des parents. Et ensuite, avant, c'est une seule autorisation au lieu de deux avant. Oui, alors ça d'ailleurs... Voilà, alors ça c'est un autre problème, c'est-à-dire que si papa est d'accord et maman n'est pas d'accord, surtout pour les parents divorcés, et bien à ce moment-là, c'est les discussions dans les familles, ça existe déjà aujourd'hui. Hein. Des ados qui veulent se faire vacciner, les parents sont réticents, ou l'inverse. Donc les discussions en ce moment, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de reportages où les discussions, mais je crois que dans cette génération-là, ce qui l'emporte, c'est le pragmatisme. Vous voyez, on a vu que si on veut rester à l'école, on se fait vacciner. Professeur Bertrand Guillet, juste un mot. On ne tord pas un peu le bras aux parents qui, à la limite, pour eux-mêmes, veulent bien se plier à la vaccination obligatoire, on va dire les mots, mais qui trouvent que pour leurs enfants, on ne le fait pas en Grande-Bretagne, par exemple, pas touche à mes enfants, d'autant que de toute façon, ils ne sont pas à risque à cause de cette épidémie. Alors, il y a deux choses. On demande que les jeunes soient vaccinés parce que des plus âgés ne le sont toujours pas. C'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire en termes de solidarité intergénérationnelle, il y a un problème. C'est-à-dire que si effectivement toutes les personnes à risque de développer une forme grave et les 12-17 ans n'en font pas partie, si ces personnes-là étaient vaccinées, ce serait moins pertinent de vacciner les 12-17 ans. Le deuxième élément, c'est la préservation effectivement de l'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réduire la circulation du virus de manière à ne plus avoir à fermer de classe. Et donc c'est sûr que si les jeunes de 12 à 17 ans sont vaccinés, ça va réduire le risque d'avoir à fermer une classe, voire un établissement scolaire dans sa totalité. C'est la logique qu'avait annoncé Bernard Sananès, qu'avait annoncé Emmanuel Macron. On ne reconfinera pas tout le pays, on va donner des avantages aux vaccinés, et les non-vaccinés, ils auront des contraintes. Oui, avec un vrai débat qui va s'installer dans l'été. Le vaccin va être, et le pass sanitaire vont être le sujet de l'été, évidemment, parce qu'il y a les débats sur l'école, vous l'avez dit, mais il y a aussi le débat entre les familles. Il y aura à la rentrée le débat dans les entreprises. Je déjeune avec toi, mais tu n'es pas encore vacciné. Et donc ce débat, on l'a déjà eu dans la société française, il faut se souvenir. On parle aujourd'hui du vaccin parce que, bien sûr, le sujet est très grave. On l'a eu au moment de la ceinture de sécurité, par exemple. On l'a eu au sujet de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il y a un moment où le comportement, la pratique devient une norme sociale. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous ne faites pas ce que l'on vous a dit, vous n'êtes pas un bon citoyen. Vous n'êtes pas un bon collègue de travail, vous n'êtes pas un bon beau-frère ou cousin, vous n'êtes pas un bon élève. C'est parce que donc cet aspect de norme sociale, on va voir comment il va se développer. Est-ce qu'il va y avoir une pression de la société sur ceux qui ne sont pas vaccinés ? On a eu ça, par exemple, sur la ceinture de sécurité.
quand on a fait les grandes campagnes de communication sur la ceinture de sécurité, on savait par exemple que les enfants étaient très prescripteurs vis-à-vis des parents. Voilà. Donc ce mouvement de est-ce que le vaccin devient une norme sociale? Est-ce qu'il fait pression et qu'on va comme ça chercher les derniers pourcentages de personnes qui sont encore réfractaires? C'est un sujet très important et je dois dire que ça va être un sujet évidemment de l'été, un des grands sujets qui peut être aussi un sujet de clivage, de fracture. On y reviendra, que ce soit sur le vaccin ou que ce soit sur le pass sanitaire. Professeur Crémieux, votre regard sur cette vaccination quasi obligatoire pour les enfants dès lors qu'ils veulent suivre une scolarité normale? Oui, moi je suis d'accord avec vous sur l'idée que, d'une façon générale, on est extrêmement surpris par les changements de comportement de la population. Au début, il y a toujours des gens qui vous disent ça ne marchera jamais, il y aura des opposants. Et vous avez eu raison de rappeler la ceinture de sécurité, fumer dans les lieux clos publics. Je me rappelle très bien que personne ne croyait à cette mesure. Et puis, pas si loin de nous, rappelez-vous, lorsque on a dit les Français devront porter un masque dans l'ensemble des lieux publics, le nombre de gens qui nous ont dit mais c'est pas possible, c'est pas dans la culture. Oui, il y a en prévention un phénomène qui est les changements de comportement face à la menace et aussi grâce aux incitations. Et on l'observe. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est pressé. Il y a une donne supplémentaire pour les autorités sanitaires, c'est l'urgence. Puisqu'on l'a vu, plus on est vacciné, moins on aura de patients dans les hôpitaux. Et c'est ça qui rend les choses un peu difficiles et c'est ça qui rend cette pression des autorités sanitaires absolument nécessaire. En ce qui concerne les jeunes, je crois que il y a eu une étude superbe anglaise qui a montré que la mortalité est quasi nulle, à moins de 18 ans. Hein, c'est impressionnant. Je veux dire, du Covid. C'est du Covid. La mortalité du Covid est quasi nulle. On est à 0,01%. Et les personnes, enfin les mineurs qui font un Covid, malheureusement sévères, sont souvent des mineurs qui ont des facteurs de risque, qui sont ceux qui ont été visés, y compris en France, par la vaccination. Le problème, effectivement, c'est de mettre en balance l'absence d'intérêt individuel en termes sanitaires et quelque chose qui est apparu au grand jour, malgré tout, avec l'expérience qui est, et c'est l'exemple d'Israël, qu'on ne peut malheureusement pas contrôler la circulation du virus Delta seulement en vaccinant les adultes à 2 doses. Et donc c'est vrai que ce point est évidemment très important dans l'incitation des moins de 18 ans et évidemment des adolescents, parce que vous savez que moins de 10 ans, on est moins susceptible au virus et on le transmet moins, mais c'est vrai que les adolescents se comportent comme des jeunes adultes. Et le deuxième point, et ça moi je voudrais y revenir, c'est que pourquoi les autorités ne l'ont pas fait tout de suite, donc pour cette première raison, mais aussi parce qu'on avait besoin de recul. Et ce recul, on commence à l'avoir, puisque des pays comme les États-Unis, comme Israël, comme le Canada, ont largement vacciné leurs 12-16 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est rassuré. Il y a eu quelques cas de myocardite, mais pas sévère. Et donc, cet aspect rare des effets indésirables et non sévères fait qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement faire cette recommandation forte pour les adolescents. Professeur Bertrand Guidé, à l'instant, le professeur Crémieux disait le Covid, Dieu merci, 0 mort du Covid, quasi nul. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Delta, mais je touche du bois, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on peut imaginer dans un scénario très noir qu'un Delta fasse qu'il y ait des formes sévères chez les enfants, qui les mènent en réanimation? C'est un virus qui est qui est assez vicieux et je crois qu'il faut être assez prudent. On ne peut pas exclure qu'il y ait un jour une mutation ou une succession de mutations qui fasse qu'effectivement il soit plus contagieux ou plus grave pour des enfants. Voilà, donc il y a quelques formes particulières. Donc la vaccination des enfants, de ce point de vue, serait salvatrice. Ah oui, mais on ne peut pas s'appuyer sur cet argument-là pour justifier la vaccination des enfants. Des 12-17 ans. Les 12-17 ans peuvent faire des formes assez particulières d'inflammation aiguë,
il y a quelques cas décrits, donc quelques cas mortels, parce que c'est de ça plutôt qu'ils meurent, ce qu'on appelle une espèce de syndrome de Kawasaki-like, et que les pédiatres connaissent très bien. Il y a quelques formes sévères quand même chez l'enfant, mais qui sont tout à fait exceptionnelles. À l'instant, on m'annonce dans l'oreillette que Israël vient d'autoriser la vaccination des 5 à 11 ans des enfants vulnérables. Ève Roger, si on demande aux enfants d'ailleurs, quel est leur point de vue sur la vaccination ? Alors, je ne sais pas s'ils ont un point de vue. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en France, les enfants, dans la première année, ils ont 11 vaccins. On leur injecte 11 vaccins. Donc, est-ce qu'on a c'est les fameux vaccins obligatoires. C'est ça, c'est la rougeole, etc. Mais je pense on ne leur demande pas leur avis, là. Alors, je pense que si vous, comme ça, si je peux vous répondre, les enfants, ils sont assez légitimistes dans leur façon de se comporter. Donc, si leurs parents leur disent c'est super, tu vas voir, tu vas te faire vacciner, je pense qu'ils seront d'accord aussi, comme les ados. Enfin, il y a quand même. Comme les grands, on se vaccine. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais enfin, on y est. Alors, on discute comme ça, mais on n'y est pas du tout. Il y a néanmoins un tiers des 12-18 ans qui ont reçu leur première dose. Oui, alors si vous parlez des enfants, vous parlez des moins de 12 ans. Ah non, je parlais des ados, les 18 ans, là, comment ils réagissent ? Les ados, je pense que les ados, ils réagissent comme leurs parents leur disent de réagir, enfin, à l'image. À l'image, vous voyez, votre parent, il est réticent, vous êtes réticent parce que vous répétez. Un mimétisme. Bien sûr. Oui, enfin, je voudrais quand même revenir sur cet éditorial du British Medical Journal qui disait on devrait leur demander leur avis parce que quand on leur demande, finalement, il est souvent très bonne positif. idée de sondage. Voilà. La prochaine semaine. On peut sonder les enfants. Oui, on peut sonder les enfants. Oui, c'est possible. Alors, les parcs d'attractions, les cinémas font grise mine puisque ce sont des secteurs qui se sont vus imposer le pass sanitaire en premier. Les lieux de culture et de loisirs ont vu en conséquence leur fréquentation dégringoler depuis une semaine. Vous voyez ce sujet de Julien Launay avec Noé Poitvin et Dominique Lemarchand. C'est une institution provençale. Ce parc d'attractions près de Marseille, le plus grand du Sud-Est, fête sa 55e année d'existence. Une belle longévité, mise à l'épreuve cet été par le pass sanitaire, en application depuis une semaine. Le pass sanitaire ou le test PCR, s'il vous plaît. Merci bien, monsieur. Bonne journée. Une personne majeure ne peut entrer qu'à la condition d'être vaccinée complètement ou d'avoir un test négatif. Pour certains venus en famille, il a donc fallu anticiper la sortie du jour. On perd la spontanéité, on ne peut pas se décider ce matin et se dire on y va, il faut prévoir, il faut être sûr que ça va bien être dans le téléphone, que ça va passer. C'est épuisant, mais bon, c'est comme ça. La mise en place du pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture nécessite un peu d'organisation. Ici, 4 agents de sécurité ont été recrutés pour la saison afin de procéder au contrôle des visiteurs. Un public moins nombreux depuis le 21 juillet, avec une baisse de la fréquentation de 50%. Du coup, pas toujours simple de faire fonctionner le parc dans ces conditions. Moi, dans mes manèges, ça ne m'impacte pas, mais il y a certains manèges où on doit avoir un nombre minimal de personnes. Sinon, on ne peut pas le faire tourner, comme par exemple le serpent là-bas. Du coup, pour lui, ça doit être un peu plus compliqué. Cette désertion a surtout un gros impact économique. Sur une année, la période juillet-août peut représenter jusqu'à 80% de l'activité. La grosse problématique pour nous, c'est que la période estivale, c'est la période qu'on va gagner assez d'argent pour aussi financer notre hiver. Donc quand vous avez du moins 70% sur une saison, sans oublier aussi qu'on a perdu tout le début d'année. Depuis Pâques, finalement, depuis le mois d'avril, on n'a pas eu de visiteurs. On a repris doucement au mois de juin. Et maintenant, avec le pass sanitaire, finalement, c'est vraiment un coup de grâce qui se manifeste. Pour faire face, les responsables du parc réfléchissent à des jours de fermeture dans la semaine en août. Il y a aussi le fonds de solidarité, toujours accessible pour les sites les plus en difficulté. Ils recevront une aide équivalente à 30% de leurs pertes en juillet, puis 20% en août. Coup de pouce dans une limite de 200 000 € ou 20% du chiffre d'affaires. Le pass sanitaire et ses répercussions préjudiciables pour un autre secteur. Les exploitants de salles de cinéma font grise mine actuellement, comme dans ce complexe où les spectateurs manquent désespérément à l'appel. Là, on a une salle de 400 places, donc pour la séance de Kaamelott qui commence dans environ 10 minutes. Donc là, on a personne dans la salle. Et il y a donc désormais davantage de réticence à aller voir un film. S'il faut faire un test à chaque fois si on n'est pas vacciné, effectivement, c'est un peu contraignant de le faire toutes les 48 heures pour venir juste voir un film de 2 heures, quoi. Si on a d'autres amis qui
ont ce pass sanitaire et d'autres qui ne l'ont pas, on ne peut pas y aller ensemble. Enfin, ça nous freine beaucoup. Alors, comment faire pour attirer les spectateurs? Et du coup, c'est bon, c'est valide. S'adapter, encore et toujours. On essaie de trouver des solutions avec l'installation de tentes devant nos cinémas, avec des tests antigéniques, avec des réponses entre 5 et 10 minutes, parce qu'on voit des gens qui ne veulent plus venir au cinéma tant qu'il y a ce pass sanitaire. Au niveau national, la fréquentation a baissé de 45% entre le week-end avant le pass sanitaire et le dernier en date. Les films les plus attendus du moment, comme Fast and Furious, ont même perdu 80% de leurs entrées. Alors, question téléspectateur. Embellie de courte durée pour les parcs d'attractions et cinémas, qu'en sera-t-il début août avec la généralisation du pass sanitaire, Ève Roger, puisque ce pass sanitaire devrait entrer en fonction dans les restos, notamment et les cafés à partir du 5 août. Aujourd'hui, c'est tous les loisirs, cinéma, parcs de loisirs, festivals, etc. Et à partir de début août, parce qu'on ne sait pas. Ouais. Aujourd'hui, Gabriel Attal a dit autour du 9 août. Là, ça va être les bars et le resto, donc c'est le gros morceau. Bars et restaurants, vous pourrez aller au restaurant ou dans un bar, à condition soit d'être vacciné, mais soit d'avoir fait un test négatif. Donc antigénique ou PCR, peu importe. Donc ça, c'est quand même... Et puis d'avoir une preuve de rétablissement si vous avez déjà eu le Covid. Donc c'est ça le pass sanitaire, c'est pas le pass vaccinal. Donc je pense que dans la tête des gens, il y a une espèce de confusion. On ne sait plus trop, on a l'impression que c'est compliqué. Et si c'est compliqué, on laisse tomber avant même d'y aller. C'est ça la logique. Après, je pense qu'effectivement, ça pourra rentrer dans les mœurs et qu'au bout d'un moment, quand vous aurez compris le système, l'embellie, le cinéma, il y a eu une chute brutale entre le mardi et le mercredi. Puis petit à petit, ça a remonté parce qu'on commence à s'habituer à savoir. Bernard Sananès, c'est quand même une contrainte supplémentaire qu'on impose aux Français au cœur de l'été. Enfin, aller au resto à partir du 9 août, ça va être compliqué. On ne pourra pas y aller sans portable ou sans son papier. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit bien dans l'adhésion au pass sanitaire qu'elle est, quand on la pose séparément en fonction des situations, très différente. Je vais vous prendre 3 chiffres. 3/4 des Français sont favorables au pass sanitaire dans les transports. 2 tiers seulement, 66% pour les lieux de loisirs et les lieux culturels. Mais en revanche, seulement 58%, donc entre 42 qui sont opposés, sur les cafés et les restaurants. Le café et le restaurant est devenu, depuis 1 an et demi, le symbole de la liberté qu'on nous a enlevé à un moment, et symbole de la liberté retrouvée. Quand on testait les mesures, vous savez, pendant le confinement, le premier et le deuxième confinement, on demandait aux gens « qu'est-ce que vous aimeriez faire en premier ?» quand vous serez déconfinés, eh bien, ils répondaient toujours le café et le restaurant, avant la famille, avant les amis. Donc, c'est ce symbole de la vie sociale retrouvée. Et donc, c'est vrai que le pass sanitaire, vis-à-vis de ces situations-là, qui sont les situations auxquelles on aspirait dans la vie normale et pour l'été, sont contestées. Elles expliquent aussi la contestation qui est en train de se structurer, même si elle reste minoritaire dans l'opinion, par rapport au pass sanitaire. On a là une convergence de mouvements assez hétérogènes, d'opinions assez hétérogènes, qui encore une fois sont minoritaires mais ne sont pas marginaux, il ne faut pas confondre. Dans l'opinion, il y a un soutien majoritaire aux mesures sanitaires, mais quand on a une opposition entre 25, 35, 40%, ce n'est pas négligeable. Et cela peut créer évidemment des tensions. Je reviens sur le point que j'évoquais tout à l'heure. Quand il va commencer à y avoir des contrôles, quand il va commencer à y avoir des sanctions, cela peut créer des tensions dans certaines situations de la vie quotidienne. Et c'est évidemment ce que le gouvernement doit redouter. Et professeur Bertrand Guidé, quand on va contrôler des gens qui seront en terrasse, dehors, avec un petit café, on va leur dire, et on va dire, mais les professionnels nous expliquent qu'on ne peut pas attraper le Covid à l'extérieur. Et pourtant, on exigera un pass sanitaire. L'idée, c'est de réduire les contraintes de manière à maintenir les terrasses de café et les restaurants ouverts. Donc évidemment que c'est pénible de montrer patte blanche, de montrer son pass sanitaire. Évidemment qu'on préférait pouvoir s'installer dans un restaurant sans avoir à faire la preuve que l'on a un pass sanitaire. Le risque, c'est qu'effectivement, si ça repart, il y ait des mesures contraignantes qui s'appliquent à tous et que, effectivement, des restaurants, des parcs d'attractions soient à nouveau fermés. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que si on est à l'extérieur, relativement à distance les uns des autres, le risque est relativement faible. Mais moi, même avec le Delta qui est 1000 fois plus contagieux. Mais oui, mais non, contagieux. Parce que je peux vous dire que sur certaines terrasses, on est certes à l'extérieur, mais les gens sont à touche-touche et rigolent et boivent des coups. Mais c'est normal. Et le risque, il est pas nul. On ne peut pas dire que le risque
à l'extérieur, parce que certains le disent, que le risque à l'extérieur est nul. En revanche, si vous êtes vacciné et que vous vous baladez en forêt, c'est évident que même dans certains départements, on vous demande de porter le masque, ça n'a aucun sens. Passe sanitaire également pour aller à l'hôpital, qui sera exigé. Alors ça va être très compliqué. On est en train de réfléchir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans l'hôpital. Il y a les malades qui rentrent à l'hôpital, il y a les personnels bien sûr, puis il y a les familles, les proches. Donc, si je vais voir ma tante à l'hôpital, il faudra que j'ai un pass sanitaire. Et donc là, oui, parce que ce que l'on demande pour entrer dans un cinéma, le minimum, c'est qu'on puisse le demander aussi pour rentrer à l'hôpital dans lequel il y a des malades hospitalisés fragiles. En sachant que déjà, on filtre les entrées, parce que devant tous les hôpitaux, à l'entrée de chaque hôpital, on vérifie que vous portez un masque, on vous donne des gels hydroalcooliques. Il y a déjà 2 personnes qui sont chargées de vérifier que l'application des mesures. Hein. Donc, non, moi je pense que l'hôpital, c'est pas là où ça va poser le plus de problèmes. Ce qu'il faut voir, c'est que, aujourd'hui, ça surprend. Aujourd'hui, il y a une partie des gens qui fréquentent le cinéma, qui sont des adultes actifs, qui ne sont pas encore vaccinés. Mais évidemment, ça va considérablement se simplifier quand une très grande partie de la population qui va au cinéma aura le vaccin. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'avantage du vaccin, c'est qu'on le fait une fois, alors qu'effectivement, ça a été souligné à juste titre, s'il faut faire un test à chaque fois, ça devient très compliqué. Mais effectivement, il faut bien le dire, ce passe destiné à encourager la vaccination. Avec le risque qu'il y ait des faux, ou tout simplement que, tiens, je prenne votre passe, Ève Roger, pour aller au café, puisque de toute façon, le cafetier n'aura pas le droit de me demander mes papiers d'identité. Donc, non, mais, oui, c'est vrai. On peut. Ça va être le royaume de la magouille, là, non ? Non, moi, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je crois que c'est trop compliqué aussi de changer de passe. Marie Billon, un mot peut-être. Comment les Anglais voient ça ? Parce qu'on sait qu'en Angleterre, il n'y a pas de carte d'identité. Hein. On est très attaché aux libertés individuelles. D'ailleurs, ça paraît fou que ce pays qui a toujours résisté aux cartes d'identité, aujourd'hui, en boîte de nuit, il faudra quand même montrer un pass sanitaire. Pour les Anglais, ça doit être un sacré choc. Ça, comment ils voient, notre pass sanitaire très intrusif en France ? Écoutez, on a vu les Anglais et les Britanniques en général ont regardé effectivement les conditions de vie sous le Covid en France avec un peu d'effarement. Hein. Je me souviens au début du premier confinement, il y avait d'abord l'annonce des restrictions et puis quasiment tous les jours de nouvelles restrictions qui étaient annoncées en France, tandis qu'ici au Royaume-Uni, il y a eu un plateau de restrictions qui a été annoncé et puis il n'y en a pas eu jusqu'à ce qu'il y ait une aggravation ou alors qu'on soit levé. Et ça, c'est parce que les Britanniques ont plus tendance peut-être à suivre ce qu'on leur dit pour une manière ou pour une raison ou pour une autre. Hein. Je ne vais pas vous faire de la sociologie ici, mais de fait, c'est comme ça. Et donc, il y a peut-être moins besoin de ce pass sanitaire parce qu'on a déjà énormément de gens qui sont vaccinés. Donc même si on n'a plus le droit de parler d'immunité collective ici parce qu'on en a parlé un peu trop vaillamment au début de la pandémie, on n'en parle plus ici, mais de fait on compte quand même dessus un petit peu. C'est pour ça que le pass sanitaire reste une menace, entre guillemets, pour les jeunes à partir de fin septembre. Et même, on commence à en parler pour les pubs, pour les restaurants, etc. Mais on sent bien que le gouvernement essaye plus de faire peur que vraiment d'imposer ça parce qu'il sait qu'il y a des chances que les Britanniques puissent être poussés finalement au-delà de l'autre côté de la barrière, juste avec cette menace, sans avoir à vraiment l'imposer. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, professeur Crémieux, pour le pass sanitaire, est-il normal que les personnes vaccinées pouvant être porteuses ne soient pas soumises, elles aussi, au test de moins de 48 heures ? Est-ce qu'on pourrait demander le vaccin et le test PCR ? Alors c'est une très bonne question, mais ce qu'on sait, c'est que la vaccination va diminuer de façon très importante, au moins 80%, le risque d'être porteur, y compris asymptomatique, et même dans les rares cas où quelqu'un qui est vacciné se trouve infecté, il est beaucoup moins transmetteur parce que la quantité de virus qu'il excrète est beaucoup moins importante. Donc cette mesure, elle est rationnelle sur un plan sanitaire. Que risque-t-il de se passer avec le retour des juilletistes ? C'est vrai qu'il va y avoir le chassé-croisé.
Et donc, vous disiez tout à l'heure, Ève Roger, que tous les départements là, de vacances s'étaient contaminés. Ils vont rentrer maintenant au boulot, ils vont contaminer les collègues? Alors, il y a ce scénario-là, mais il y a aussi le littoral avait été moins touché par les vagues précédentes. Donc, c'est aussi parce que sur le littoral atlantique, il y avait moins de contamination que ça a pu prendre. Donc, on peut peut-être imaginer que quand ils vont revenir en Île-de-France, où quand même il y a eu beaucoup de cas, ou dans des régions plus urbaines, peut-être qu'ils ne vont pas ramener forcément la folie épidémique dans ces régions-là. Chez eux. Que devient le vaccin AstraZeneca? Est-il encore utilisé en France? Alors moi, hier, j'ai appris que toutes les doses AstraZeneca qui étaient reçues en France étaient fléchées vers le don. Toutes les doses sont données à COVAX. Donc le don aux pays étrangers. D'ailleurs, c'est ce que disent les Tunisiens. Ils disent les Français nous redonnent des vaccins AstraZeneca qu'ils n'utilisent pas. En Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup d'AstraZeneca. Ça fonctionne plutôt pas mal. Hein, donc il ne faut pas l'oublier. Où en est la vaccination aux États-Unis? Alors on a vu Thierry Breton faire un tweet expliquant que les Européens avaient dépassé d'un dixième de point la vaccination des Européens. Est-ce qu'aux États-Unis aussi, on atteint un plafond ou est-ce que... Alors oui, les États-Unis sont très embêtés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils parlent de vaccination obligatoire, parce qu'ils sont à 49%, donc on les a dépassés, 49% de 2 doses. Et ils ont vraiment des problèmes pour accéder à une population qui est plus précarisée. Aussi, on retrouve un débat qu'on a connu avec le masque, c'est-à-dire un débat presque politique sur la vaccination, avec une séparation des partis, des zones rurales qui se vaccinent moins. Et effectivement, ce qu'on a dit, c'est que cette difficulté à dépasser ces 49-50% d'adultes complètement vaccinés est en train de les inciter à faire comme Macron. C'est-à-dire à être plus autoritaire. Le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut en termes de pédagogie pour rassurer les non-vaccinés qui ont peur. J'en fais partie. C'est Marie dans la Manche. Professeur Bertrand Guidé, est-ce que, avant de passer à l'autoritarisme, il y aurait dû avoir plus de pédagogie de la part du gouvernement? C'est intéressant la discussion que l'on a eue aujourd'hui. Il y a toute la partie sur est-ce que c'est efficace? Et il y a une deuxième partie sur est-ce que c'est bien toléré, avec beaucoup de questions sur les effets secondaires tardifs. C'est quand même ça qui revient dans les réticences d'un certain nombre de personnes qui disent « Ok, vous m'avez convaincu, c'est efficace pour prévenir les formes graves. Vous m'avez convaincu que les réactions indésirables immédiates sont finalement banales et voilà, ça fait un peu mal, il y a un peu de fièvre, un peu de fatigue. Mais je reste inquiet sur les effets au long cours. Et je pense que sur cette question-là, il y a de la pédagogie à faire pour dire qu'effectivement, aucun vaccin qui n'a eu aucun effet secondaire dans les 6 semaines à 2 mois suivant le vaccin a des effets secondaires au long cours. Et puis on commence à avoir maintenant plus d'1 an de recul pour les premières doses. Marie Billon. Ici, au côté de l'encouragement de la vaccination, il y a eu 2 choses déjà. C'est que le gouvernement était toujours flanqué de ces 2 scientifiques à chaque fois que Boris Johnson faisait une conférence de presse. Boris Johnson, c'était le bouffon, les scientifiques, les gens sérieux. Et ça a beaucoup aidé finalement le message des scientifiques à passer. Et puis aussi les communautés ont vraiment pris le relais. Par exemple, on connaît tous le festival de Notting Hill qui normalement a lieu en août, qui est vraiment ce festival caribéen plein de musique. Et dans un centre de vaccination, puisqu'on sait que souvent ce sont les populations, les minorités ethniques qui ont du mal avec le vaccin, devant un centre de vaccination qu'il y a à Notting Hill, il y a un groupe de musique de percussionnistes qui s'est installé devant ce centre pour justement encourager les gens en musique à venir se faire vacciner. Donc il y a vraiment eu une solidarité des communautés pour aider à rassurer son voisin, sa voisine, d'une manière ou d'une autre. Que sait-on de la mort du jeune Maxime Beltra, 22 ans, décédé seulement quelques heures après sa vaccination? Ça, c'est la polémique du jour, d'autant que son père a posté une vidéo sur Internet dans laquelle il dénonce, il s'en prend au vaccin qui tue les jeunes en pleine forme, puisque le jeune Maxime s'est fait vacciner. Oui, il a eu une première dose à 14h, c'était à 7, ça s'est passé lundi. Ouais, il a eu dans une première dose à 14h et il est mort vers 22h, 23h. Donc effectivement, son père a fait un lien entre la vaccination et la mort. Alors, il est mort d'un œdème de quinque qui est généralement... C'est une réaction allergique.
Voilà. Et effectivement, le médecin et le procureur de Montpellier ont insisté sur le fait que ce jeune garçon de 22 ans était allergique à de l'arachide et qu'il avait consommé de l'arachide. Donc aujourd'hui, une enquête est ouverte, une information judiciaire est ouverte pour faire éclairer les causes de la mort, pour justement voir quel est le lien. Pour l'instant, il n'y a aucun lien entre la mort et le vaccin, et on essaie de voir s'il y a un lien entre la mort et la réaction allergique. Donc il faut être extrêmement prudent et attendre les résultats de l'autopsie. Mais Bernard Sananès, on sait que des vidéos peuvent avoir beaucoup d'impact sur Internet, elles sont relayées, etc. Et quand on voit un père effondré dénoncer le vaccin qui tue les enfants, ça peut avoir un impact sur la campagne de vaccination des jeunes. Une partie peut-être minoritaire de l'opinion, mais d'abord il y a le drame humain de ce jeune homme, et après effectivement il y a l'explication et l'enquête le dira. Mais on sait bien que la communication verticale, celle du président de la République, celle des autorités, même quand elle est réussie, et par exemple le film publicitaire qui avait été fait était assez réussi sur la vaccination, on sait bien qu'il y a des personnes qui sont en défiance à l'égard de la parole publique, à l'égard de la parole institutionnelle. Je vais vous donner un chiffre qui est une tendance qui est très intéressante, c'est que les plus négatifs après l'intervention d'Emmanuel Macron le 13 juillet, ce n'était pas seulement, comme à l'accoutumée, les électeurs des oppositions et ceux du Rassemblement national ou de la France insoumise, c'était les abstentionnistes. Les abstentionnistes qui ne croient plus au vote, qui ne croient pas à l'impact et à l'efficacité de la politique, qui se mettent donc à distance. Et ces personnes-là, effectivement, sont beaucoup plus réticentes à la communication officielle. Et la communication elle-même, on le voit dans les groupes Facebook, on le voit sur Twitter, la communication elle-même est perçue comme faisant partie du système, donc faisant partie des choses qui aujourd'hui, entre guillemets, ne disent pas la vérité. C'est un vrai enjeu pour la communication de toute façon. Oui, professeur Guidé. Les allergies ne sont pas une contre-indication à la vaccination. Oui. Il y a une période de surveillance après la vaccination qui est un peu plus longue. Et puis nous, on a fait vacciner des personnes dans un service de dermato-allergologie. Et il y a plus de 1000 personnes qui ont été vaccinées avec des notions d'allergie. Et ça s'est très très bien passé. Mais là, si vous parlez de Maxime, hein, c'est le procureur de Montpellier, donc qui, je le cite, hein, il est d'ores et déjà établi que le jeune homme a absorbé peu avant son décès un aliment pour lequel il avait une allergie connue. Même si une enquête est toujours en cours, bien sûr. Je montre volontiers mon passe sanitaire pour voir mes parents dans les EHPAD. Puis-je exiger du personnel qu'il montre le sien ? C'est Jeanne dans Lyon, ça. C'est vrai qu'on a du personnel qui n'est pas forcément vacciné, lui, pour le coup. Et moi, je pense que c'est une bonne idée de le demander. Voilà. Et en général, quand on le demande, on a une réponse. Ça met la pression. Les gens ne doivent pas hésiter à demander, effectivement, dans ce type de situation, est-ce que vous êtes vacciné ? On va à l'hôpital, si on demande le passe sanitaire, je dis, et vous l'avez ? On se le montre, quoi. Oui, c'est un enjeu d'équité. Je pense que c'est un enjeu d'équité qui est très important dans l'acceptation des mesures. De confiance. Et bon, moi, ça ne me choque pas du tout. Contrairement à ce qu'on entend, n'avons-nous pas largement assez de recul sur la technique du vaccin et ses effets ? C'est Sébastien dans le Calvados. C'est vrai que les vaccins contre le DT polio, on se dit il y a des générations de gens vaccinés, ça fait des décennies qu'on l'administre. Voilà, il nous rassure, celui-là, il ne nous fait pas peur. C'est rare qu'on ait exposé autant de personnes à la vaccination en un an. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en un an, le nombre de personnes qui ont été vaccinées, c'est une pharmacovigilance d'une ampleur extraordinaire. Ça, le nombre de personnes vaccinées et la façon extrêmement précise dont on a suivi tous les effets indésirables. Je veux dire, ça a été une pharmacovigilance à l'échelon mondial. Franchement, un an après, c'est vraiment une sécurité. Existe-t-il un protocole pour les universités à la rentrée ? Comment ça va se passer, Ève ? Je crois que ce matin, Jean-Michel Blanquer a dit qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire obligatoire dans les universités, justement pour éviter qu'il y ait un distinguo entre les uns et les autres. Donc ce sera comme pour les lycéens, en cas de Covid, seuls les vaccinés pourront continuer à assister en cours en présentiel. Ça pourrait. Ça va être le régime. Toutes ces mesures en global, l'attente de la décision du Conseil constitutionnel le 5 août est très, très importante. Beaucoup d'experts disent que certaines mesures pourraient être remises en cause par le Conseil. Pas dans la globalité, mais dans certaines. Les professeurs non vaccinés devront-ils rester chez eux ? Florence, en Haute-Garonne. Alors, ce matin, Jean-Michel Blanquer disait qu'il y a plus de 80% des profs qui sont vaccinés. L'objectif, ils pourront se faire vacciner dans les centres de vaccination des établissements scolaires. Donc c'est la même logique, on va les pousser. Mais c'est pas tout de suite la rentrée, c'est encore les vacances, hein, on va rester de bonne humeur. Rediffusion ce soir, 22h40. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain pour une nouveau C'est dans l'air. Merci, à demain.